Il est 20h. Avant la séance du Conseil communal, la loi nous impose de renouveler la liste des témoins de jurés d'assises. Pour ce faire, nous devons piocher des numéros qui représentera en réalité des personnes qui figurent sur le registre des électeurs des élections législatives, donc le mois de juin dernier. Pour ce faire, la loi prévoit que le bourgmestre pioche, et ici c'est de 2 échevins, donc ce sera Serge Ernst et Anne Labareille qui vont vérifier que je pioche bien les bons numéros, et donc je propose de commencer par là. Oui, les mauvais numéros dans la... C'est pas. Ce sont les électeurs qui choisissent. Bien que tous les jurés d'assises qui ont fait un jury d'assises disent tous de façon unanime que c'est une excellente expérience de vie. Le premier numéro est le 7, qui représente les unités. Le second numéro est le 4, qui représente donc les dizaines. Donc tous les électeurs qui ont le numéro 74 dans leur numéro 47, dans le numéro d'électeurs, donc 47, 147, figureront sur la liste des potentiels jurés d'assises qui seront donc invités à comparaître lorsqu'il faudra faire le jury. Oui, c'est de 2026 à 2029. Voilà, je laisse Caro s'installer. Et nous pouvons donc ouvrir la séance du Conseil communal. Juste petite information, nous avons un médecin généraliste parmi nous qui est de garde ce soir. Donc si son téléphone sonne, je serai contraint de faire une suspension de séance pour lui permettre de répondre à ses obligations. Je dois également vous faire part que le délai pour le budget a été prorogé jusqu'au 6 février. Et je dois également vous faire part que l'IPP et le CAPI sont revenus de la tutelle sans remarque et sont devenus exécutoires. Cela étant, nous pouvons donc entamer l'ordre du jour. J'excuse Ismaël Kadia qui est souffrant. Oui. Ah, mais c'est celui-là. Ah, tu peux le signer avec ça. Ça court. Comme ça, je fais ton Madame docteur. Une consultation. Allez, commençons. Point 1. Le procès verbal de la séance du 19 décembre. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? Merci. Alors, nous enchaînons ensuite avec un peut-être des points les plus importants de la législature, puisque ça concerne la déclaration de politique communale. La déclaration de politique communale, comme vous le savez, c'est ce qui va fixer un peu la feuille de route du collège pour les 6 prochaines années. C'est une obligation légale de présenter une déclaration de politique communale. Chaque majorité, évidemment, doit le faire au niveau de son conseil. Et sans surprise, évidemment, dès lors qu'une majorité a été élue sur base d'un programme, c'est tout à fait logique que la déclaration de politique communale s'inspire grandement du programme qui a depuis le suffrage des électeurs. Il faut savoir également que cette politique est une réflexion collective, c'est une ambition partagée.
Et la déclaration que nous proposons reflète évidemment la volonté de la majorité de construire un avenir durable et épanouissant pour tous les habitants de Bleny. Et nous avions articulé notre programme sur base de 3 valeurs qui étaient la ruralité, la citoyenneté et la vitalité, que nous avions décliné évidemment en thématique. Et il est tout à fait normal que ces 3 axes se retrouvent au sein de la déclaration de politique communale. Alors, je précise aussi que cette déclaration de politique communale, nous devons l'adopter ici en 2019 pour 6 ans, mais il est évidemment difficile de prévoir de quoi l'avenir sera fait. Donc, c'est une feuille de route qui pourra évidemment évoluer au gré du temps, en fonction évidemment de l'évolution de la vie. Il y aura aussi la rigueur budgétaire que nous allons évidemment amener, qui va conditionner la mise en pratique des projets que nous voulons lancer pour notre commune, car notre commune, comme nous l'avons indiqué dans la déclaration de politique, nous l'aimons et nous souhaitons modestement, mais aussi passionnément la faire grandir, et c'est pour ça que nous avons entamé une déclaration de politique qui est peut-être certes ambitieuse, mais qui a le mérite de fixer une ligne de conduite et des objectifs à atteindre. Cette déclaration de politique sera évidemment retranscrite en plan au PST. Exact. Qui sera un peu la feuille de route et qui permettra de faire l'évaluation à mi-législature et en fin de législature de ce que nous avons réussi à mettre en œuvre. Alors, cette déclaration, je l'ai dit, elle sera évidemment cadenassée par la rigueur budgétaire. On a clairement discuté entre nous lors du dernier conseil au niveau du budget. Nous faisons face à des finances que nous jugeons relativement interpellantes. Et donc, nous allons devoir ramener de la rigueur. Nous allons devoir faire un audit approfondi pour nous des finances afin de pouvoir déceler les différentes pistes de solutions qui nous permettront d'envisager l'avenir de façon sereine. Nous souhaitons aussi étudier la question sans tabou du patrimoine communal. Donc, est-ce qu'il y a encore des bâtiments qui se justifient toujours ou pas dans le payroll communal? S'ils ne se justifient plus, qu'en faisons-nous? Est-ce qu'on les loue? Est-ce qu'on les met en vente? Ce sont des réflexions que nous devons pouvoir mener sans tabou. Et c'est en réalité ce que nous souhaitons faire. Alors, il est évident que la rigueur que nous souhaitons imposer sera le code de conduite de notre majorité. Et c'est ce qui, comme je vous l'ai dit, va effectivement guider les projets. Alors les projets, quels sont-ils? Je ne sais pas si je prends le temps de les passer en vue. Point par point, nous avons l'agriculture, où nous avons créé un échelon de l'agriculture pour pouvoir être beaucoup plus sensible à ces questions et afin de sensibiliser, tant que faire se peut également, la population aux difficultés du monde agricole. Nous avons les produits locaux qui sont également une préoccupation parce que nous avons pas mal de producteurs locaux dans la région que nous souhaitons soutenir. Nous avons pensé à créer un label produit local et qui pourrait être partagé sur des plateformes de promotion. Il en existe beaucoup, donc on verra durant cette législature comment on peut s'associer aux plateformes existantes pour ne pas faire double emploi. Au niveau de l'environnement, c'est évidemment un élément très important car nous voulons encourager, sensibiliser les comportements éco-responsables. Il y a déjà des formations intramuelles qui sont en place, il y a des SBL qui sont déjà proactifs en la matière comme BI21. Nous voulons évidemment nous associer à tout ce qui existe déjà, les renforcer et mettre en place des synergies. Nous comptons évidemment mettre en place une véritable politique de l'arbre. Donc, nous souhaitons à chaque naissance pouvoir planter sur la commune un arbre qui aura alors le nom de la personne qui est née durant l'année, comme nous voulons réinstaurer la journée de l'arbre avec la distribution d'arbres à la population. Ça va également de pair avec l'entretien des espaces fleuris au sein de nos villages et relancer la brigade verte pour que nos sentiers restent entretenus. Les inondations, vaste débat, vaste sujet, c'est une préoccupation évidemment très préoccupante pour la population mais également pour la majorité. Donc nous voulons mettre en place évidemment un plan inondation et un plan d'investissement en la matière. Ce ne sera pas simple puisque les budgets sont quand même relativement importants pour la réalisation des travaux qu'on nous demande de faire. C'est donc à nous évidemment d'aller chercher les subsides partout où on peut pour pouvoir soulager autant que faire se peut les finances communales. Mais c'est un vaste sujet qui est peut-être une des plus grandes priorités
de la législature. Il y a également le bien-être animal qui aura une attention toute particulière. L'urbanisme, évidemment, c'est aussi un sujet de préoccupation de la population, puisque nous estimons que ces dernières années, il y a eu une urbanisation galopante, et les chiffres nous démontrent effectivement que sur ces dernières années, par rapport à ce qui a été prévu par le plan urbain de mobilité, dont le schéma de développement de l'arrondissement de Liège constitue le volet territorial, ce schéma avait prévu qu'il y aurait 43 unités de nouveaux logements par an à Blony. À l'heure actuelle, nous sommes à 61 nouvelles unités par an, ce qui fait donc depuis 2015, date d'adoption de ce plan, un surplus de 144 unités. C'est ce qui fait penser qu'il y a une urbanisation galopante, et c'est ce qui nous laisse à penser que nous devons vraiment mettre une politique pour freiner cette urbanisation en place. Cette urbanisation va se faire au départ d'un schéma de développement communal. Donc nous l'avons évidemment annoncé, nous allons réétudier la question du SCOT, faire le bilan du SCOT et le transformer en SDC. Les projets qui avaient été entamés sur base de l'ancienne législature seront également repris, à savoir l'aménagement du centre de Blony et la finalisation du projet de la Haute-Sèvre, qui était déjà presque abouti. Nous devons celui-là le faire passer avant le mois de juin si nous voulons avoir les subsides. Donc c'est ce qui arrivera dans les prochaines semaines sur la table de ce Conseil. Au niveau de la mobilité, c'est évidemment aussi une grande préoccupation, puisque qui dit augmentation de la population, c'est également augmentation du nombre de véhicules qui empruntent nos routes, avec des vitesses excessives, avec de manque de sécurité. Donc ces éléments sont repris également dans la déclaration de politique communale, tout comme le fait de favoriser la mobilité douce ou active, en fonction où on roule le dimanche ou de façon beaucoup plus active avec un vélo pour se rendre au travail. Nous voulons évidemment compléter et entretenir le réseau cyclopédestre. Alors au niveau du service au public, l'objectif est évidemment pour nous de moderniser le service public. Alors quand on vous avait dit ça lors du débat, vous avez cru que nous parlions de poussière, ce n'est pas évidemment le cas. On parle ici de pouvoir avoir un accès plutôt à la digitalisation avec un e-guichet, avec une application Blony en poche, avec également une application qui permettrait de communiquer avec l'administration communale en signalant, je prends un exemple, il y a un dépôt immondice à tel endroit, c'est communiqué sur base de l'application via l'administration communale sans devoir évidemment systématiquement passer par les réseaux sociaux. Nous avons également pris le parti, et nous l'avons déjà fait, de créer et d'assurer une présence officielle de l'administration communale sur les réseaux sociaux. Comme on regardait tout à l'heure, nous sommes en moins d'un mois passés à 1800 personnes qui sont abonnées à cette page, qui demandent l'intérêt des citoyens pour la connexion à l'administration communale et l'information. Et nous irons évidemment vers une simplification le plus possible, évidemment, des procédures administratives pour les citoyens. La participation citoyenne est aussi un enjeu crucial pour nous. Nous l'avons dit, nous l'avons redit, nous voulons remettre le citoyen au cœur du discours et de l'action politique. Nous voulons les consulter tant que faire se peut. Nous voulons qu'ils jouent un rôle actif au sein du processus décisionnel. Ça passe évidemment par l'information, par la transparence, mais aussi par la sensibilisation des citoyens en la matière. Et à cet égard, quels sont les exemples de participation citoyenne que nous entendons mettre en œuvre? Il y a évidemment le budget participatif, donc nous allouerons une partie du budget à des projets qui seront proposés par la population. Un conseil communal consultatif des aînés, un conseil citoyen intergénérationnel, et puis alors à chaque fois qu'il y aura des projets d'envergure, nous associerons évidemment la population. Je prends l'exemple de la rénovation de Blony, il y a déjà un comité citoyen qui a été mis en place, nous poursuivrons évidemment les exemples en ce sens, et lorsque des décisions devront être prises de façon locale dans un quartier ou dans une rue, nous associerons les citoyens pour pouvoir nous donner bien entendu leur avis et permettre à la majorité de prendre, nous espérons, les bonnes décisions. Les assemblées de village seront évidemment maintenues, et nous souhaiterons accueillir les nouveaux habitants qui arrivent sur la commune dans une petite soirée où les conseillers communaux CPS seront bien entendu invités, et pour pouvoir présenter l'administration communale, les services qui seront faits par l'administration communale et toutes les associations à la publique pourront être soumis aux citoyens. Au niveau de la petite enfance, nous entendons stimuler la collaboration des différents secteurs de l'accueil de la petite enfance. Nous
espérons pouvoir leur offrir une visibilité accrue et lancer des ponts intergénérationnels également avec ces structures. Quant à l'enseignement, la majorité exigera un enseignement primaire de qualité. Pour cela, les directions et les enseignants seront soutenus dans leur quotidien. Des réunions seront régulièrement organisées avec les directeurs pour trouver ensemble les solutions les plus adéquates aux problèmes qui se posent. Nous entendons également réinvestir la question des infrastructures scolaires, puisque nous avons été relativement effarés de voir l'ensemble des travaux qu'il y avait à faire dans chaque infrastructure scolaire. Donc nous entendons mettre un plan d'investissement en œuvre pour cela. Nous entendons également créer des ponts renforcés entre les différents réseaux pour les avantages sociaux. Le devoir de mémoire est également important pour nous et donc nous associerons évidemment les écoles au devoir de mémoire et nous continuerons de soutenir le conseil communal des enfants. Florence, c'était une question que tu avais posée lors des derniers conseils. Nous, évidemment, irons en ce sens. Au niveau, évidemment, de l'accueil extrascolaire, nous souhaitons, tant que faire se peut, le développer via des activités sportives et culturelles et peut-être également avec, comme on disait, des ponts avec les bibliothèques pour occuper les enfants. Au niveau de la jeunesse, c'est la jeunesse au sens large, mais c'est aussi les associations de jeunesse. Nous comptons évidemment les soutenir et nous ferons tout ce que nous pouvons pour leur offrir les moyens financiers, logistiques, techniques en adéquation avec leurs besoins. Nous ferons le fameux vademecum, je l'ai assez dit pendant la campagne électorale, nous le réaliserons pour aider les organisations à organiser une festivité sur la commune. Nous installerons un guichet unique pour les différentes associations afin qu'ils aient un référent à l'administration communale pour poser toutes les questions, faire centraliser toutes les demandes. Et vous l'avez également vu, nous avons mis en place des espaces d'études pour les étudiants. Ces espaces ont quand même eu un beau petit succès, mais je pense qu'à l'avenir, quand ce sera récurrent, ce sera, à mon avis, davantage développé sur la commune. Au niveau des seniors, évidemment, nous apportons une grande importance à leur bien-être. Nous l'avons dit, nous lancerons le conseil consultatif communal des aînés. Nous allons continuer à leur offrir des services culturels, sportifs et récréatifs qui seront adaptés. Nous continuerons la lutte contre la fracture numérique et nous mettrons en place la maison des seniors avec l'Alzheimer Café, qui était un point qui avait été voté, souvenez-vous, au conseil communal, mais jamais mis en œuvre par l'ancienne majorité. Au niveau de la santé, c'est aussi un élément qui est important puisque nous avons créé un échipina spécifique par rapport à la santé. Nous avons la chance évidemment d'avoir des personnes compétentes au sein du collège pour pouvoir traiter de ces questions. Des ponts sanitaires seront évidemment réalisés entre les citoyens et l'administration communale et les secteurs de la santé. Nous allons diversifier et développer les campagnes de dépistage pour un certain nombre de problèmes de santé. Au niveau de la sécurité, c'est un sujet qui est relativement important. On ne badine pas avec la sécurité, c'est pour ça que nous allons revoir le plan d'urgence, nous allons relancer les cellules communales de crise avec les exercices annuels sur le territoire communal. Nous allons évidemment lancer les fameux partenariats locaux de prévention et nous allons évidemment collaborer tant que faire se peut avec la zone de police et la zone de secours pour améliorer ces éléments au sein de notre commune. La gouvernance, évidemment, nous sommes à l'ère de la bonne gouvernance, nous appliquerons évidemment les principes qui régissent cette matière. Il y a également toute une série d'organismes paracommunaux qui ont été créés ces dernières années. Nous entendons non pas les supprimer, mais réévaluer évidemment leur utilité avec le but qui avait été dans leur objet social au moment de leur création. Nous évaluerons bien entendu ces éléments et nous verrons comment nous pouvons les redynamiser. Nous allons également envisager un audit énergétique des bâtiments pour, si possible, créer une communauté d'énergie renouvelable sur l'ensemble de la commune. La transparence, nous l'avons dit, ce sera important, nous communiquerons en toute transparence vis-à-vis des citoyens. Au niveau de l'emploi, nous estimons qu'il n'y a jamais eu de vision à long terme de l'emploi au sein de la commune. Nous voulons évidemment redynamiser cette partie très importante de la commune, car sans le personnel, évidemment, c'est difficile de faire fonctionner. Nous avons un personnel de qualité qui travaille agréablement bien, je l'ai dit hier lors de la fête du personnel et je le remercie encore aujourd'hui. Donc nous voulons, nous, évidemment, améliorer tant que faire se peut l'organigramme. Et nous l'avons dit lors du budget, il y a des postes qui pour nous semblent essentiels à
remplir des cadres. On a parlé d'un chef de travaux, on a parlé de chef de service, car pour le moment, en l'absence de ces responsables au sein de l'administration, nous estimons que ça fait peser sur les épaules de notre direction générale énormément de poids. Donc nous estimons qu'il est temps de pouvoir remettre une politique de l'emploi en la matière. La politique de l'emploi, c'est également la politique du bien-être au travail, et nous mettrons évidemment en place toutes les activités qui permettront, comme des team building, afin de pouvoir diversifier et renforcer les liens entre les différents membres du personnel. Les finances, je ne vais pas y revenir, on en a déjà beaucoup parlé. L'objectif de la majorité, c'est de réduire la pression fiscale sur nos concitoyens, mais pour ce faire, nous devons d'abord remettre en place des stratégies à long terme qui permettront d'assainir les finances publiques. Au niveau de l'intergénérationnel, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc il y a le conseil citoyen intergénérationnel qui sera mis en place. Au niveau du sport, nous avons encore une fois des infrastructures sportives qui nécessitent énormément d'investissement. Nous avons commencé le tour des infrastructures sportives et la tâche est colossale pour pouvoir remettre tout ça en ordre. C'est également une volonté du collège. Nous souhaitons évidemment obtenir le label commune sportive de l'ADEPS et nous poursuivrons le mérite sportif qui a été relancé l'année dernière. Nous espérons pouvoir mettre en place les chèques sport. Tout ça, encore une fois, je l'ai dit, les projets que nous avons mis dans la DPC seront évidemment guidés par la rigueur budgétaire que nous allons mettre en place. Donc nous espérons que nous aurons les budgets pour pouvoir mettre en place les chèques sport et nous allons, comme nous l'avons dit pendant la campagne, mettre en place un grand salon présentant l'ensemble des activités sportives et culturelles. Nous allons aussi développer des activités comme je cours pour ma forme, je marche, je vélo pour ma forme, un parcours vita, un espace de street workout. Au niveau de la culture est également un élément très important pour la majorité. Donc nous souhaitons, et nous avons l'ambition de se doter d'un espace culturel digne de ce nom. Nous avons relancé, alors on l'avait appelé agenda culturel pendant la campagne, mais aujourd'hui on le transforme un peu en agenda de la vie locale parce qu'il n'y a pas que la culture dedans, il y a aussi les manifestations, il y a aussi les rendez-vous sportifs, il y a beaucoup d'activités qui se font et qui ne sont pas forcément culturelles. Donc nous allons continuer cet agenda qui sera non seulement sur le site de la commune, mais également sur la page Facebook, mais également dans de l'initiative. Le secteur associatif, on l'a dit, il est extrêmement riche et c'est grâce à lui que nous avons de belles fêtes de village et une belle cohésion au sein de nos villages, donc nous continuerons à les soutenir évidemment. Au niveau des affaires économiques, nous soutiendrons le commerce local, nous entendons développer et diversifier l'offre commerciale au niveau des centres de nos villages. Nous voulons relancer, redynamiser Blonimove qui, comme nous le savons tous, est pour le moment un petit peu impacté par cette épargne citoyenne qui plombe un peu son domaine d'action. Donc nous allons réfléchir l'ensemble de l'administration de Blonimine, évidemment, de Blonimove ensemble pour voir quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons apporter pour redynamiser cette ASBL ô combien importante. Et nous voulons aussi envisager l'espace d'échange professionnel type service club entre les entreprises, car on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises au sein de la commune. On a un parc industriel important et bien souvent ces personnes ne connaissent pas forcément les autres collègues, et alors qu'il pourrait y avoir des ponts et des synergies entre ces différents acteurs économiques. Le tourisme est également une source importante, puisque ça peut également être un vecteur économique par le tourisme. Nous avons la chance de compter des sites relativement importants, comme le Mini, comme le Fort de Barchon, comme le Vieux Château de Selle. Donc nous voulons mettre en place des synergies entre ces différents sites touristiques. Nous avons visité tous ensemble le Mini et nous connaissons évidemment les enjeux maintenant qui nous ont été présentés par le directeur, et nous allons faire tout en œuvre pour s'associer à cet incroyable outil économique et touristique qu'est Blonimine. Nous avons aussi la chance d'être à la fois sur le pays de Erve, au port du pays d'Erve, mais également être en plein dans la Basse-Meuse. Et donc nous allons évidemment, encore une fois, faire des ponts entre la maison du tourisme du pays de Erve et la Basse-Meuse avec le groupe d'action locale de la Basse-Meuse qui a été mis en place. Voilà ce que je voulais vous dire en grand résumé pour la déclaration de politique communale. L'objectif de cette majorité,
c'est évidemment de transformer tous ces projets en réalité, en les menant avec rigueur, transparence et proximité. On sait que la tâche est ardue, ce ne sera pas facile, mais nous sommes motivés, déterminés, et nous entamons cette législature de façon sereine et consciente des défis que nous avons à relever. Voilà ce que je voulais vous dire, donc c'est un résumé de la déclaration de politique communale. Je ne doute pas évidemment que vous l'avez fait de façon attentive et je vais donner la parole dans un instant si vous avez des questions. Je voulais faire ce résumé pour les citoyens qui sont présents dans la salle, que je remercie pour leur présence, mais également pour ceux qui regarderont de façon nombreuse sur YouTube la retransmission du Conseil communal. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Merci Jérôme. Oui, bien, comme tu dis, nous avons lu attentivement la déclaration, les différents sujets, et nous souhaitons formuler plusieurs commentaires. Alors, si tu m'y autorises, ce que je propose, c'est de pouvoir passer la parole à mes collègues en fonction de l'affinité de chacun. Donc, ça fera un rythme un peu monotone et vous n'aurez pas à vous collectionner ma voix pendant toute la partie. Voilà. Tant que c'est dans le respect, ils ont coupé la parole, il n'y a pas de problème. Ah oui, oui, bien sûr, ce sera organisé. Merci. Comment ? Bien indiqué. J'espère bien. Donc la présentation, notre réaction, on voulait l'articuler en 3 volets. Premier volet. Le premier volet, on se veut rassuré et satisfait, parce qu'on constate que l'essentiel du contenu de la déclaration, finalement, reprend des politiques mises en œuvre ces dernières années. Nous ne pouvons qu'être d'accord sur un certain nombre de principes qui sont posés, qui ont été au cœur de la vie politique donc, ces dernières années. Et nous allons donc reprendre, selon les différents thèmes, les éléments que nous souhaitons mettre en œuvre. Je passe la parole à René pour le premier thème. Pour ce qui concerne ces principes pour lesquels nous sommes bien entendu satisfaits, donc le premier pour moi, pour nous, la défense de l'identité de chacun de nos villages, donc dans chaque village une école communale donc vivante, une place de village, un lieu de culte, une salle communale au moins, une place de village, un local ouvert, tout ça. Local ouvert comme tout récemment, donc le JB à Trembleur, tout ça, nous sommes d'accord ensemble, donc nous continuerons également dans ce sens. Une rigueur financière absolue, tout à fait, ce n'est pas un hasard si depuis 48 ans, donc le compte annuel de l'ENI a toujours été en boni. Et si en moyenne, ces 6 dernières années, le boni actuel a été 1 231 000 €, ce qui n'est pas rien. Donc une commune, comme vous dites, gérée sans rigueur ne pourrait pas atteindre ce résultat. Donc ensemble, nous continuerons également dans ce sens. La participation citoyenne, donc un autre principe, donc les assemblées générales de population, les assemblées ponctuelles de quartier, les associations, l'association étroite des citoyens au processus de décision, tout ça, pas de problème, comme par exemple dans le commerce via Bimouf, l'environnement via Réveil, la gestion des bâtiments associatifs donc via BNB, tout ça, la cogestion des projets, les citoyens, comme avec les amis de Mousse, notamment Mortier et encore une fois le JB à Trembleur, mais également donc, le marché hebdomadaire à Sèvres, tout ça sur les le projet de digitaliser sa participation pour nous c'est également une bonne idée et nous soutiendrons donc dans ce sens. La défense de l'environnement et du cadre rural, pour nous, pas de problème. Donc vos propositions vont dans le sens de renforcer ce que nous avions déjà mis en place, donc c'est parfait. Soutien aux agriculteurs, très bien. Sensibilisation citoyenne, action de propreté, comportement éco-responsable à favoriser, plantation d'arbres, espaces fleuris, maintenance des chemins, aucun problème. Donc nous sommes d'accord de continuer avec vous dans ce sens. Mobilité, donc négocier avec le SPE, il y a des problèmes importants donc, qui est lié à l'autoroute et à la sortie de Marchand, donc un gros investissement à la sortie de 36, donc nous sommes tout à fait de votre côté également à ce niveau-là, renforcer le réseau cycliste comme tout ça a été fait dans les liaisons Bleu-Vitalem, renforcer les trottoirs, tout à fait d'accord. Donc ce sont des bonnes idées et en conclusion, ensemble, continuons dans ce sens. Merci René. Alors Christophe, sur le sujet suivant. Donc la pacification entre le réseau communal et libre. Le cadre négocié et mis en œuvre depuis quelques années est un bon cadre. Le dynamiser davantage afin que nos enfants ne grandissent pas dans un esprit d'apartheid au sein d'un village. En favorisant les activités extrascolaires communes est une bonne chose si cela est fait dans le respect des autonomies pédagogiques et en n'oubliant jamais que la première responsabilité de la commune,
c'est d'assumer ses responsabilités en tant que PO de l'enseignement communal, dont elle doit avant tout garantir le succès. Ensemble, continuons dans ce sens. Florence. Pour le soutien aux associations et pas uniquement au niveau juste des mouvements de jeunesse on a souligné le soutien que vous vouliez continuer à mettre en place le soutien logistique, administratif et financier, surtout dans les périodes difficiles comme ça a été le cas pour le Covid, c'est tellement un travail colossal, et ce sans discrimination, ce qui est très important pour nous. C'est une réalité depuis longtemps parce qu'on a mis beaucoup d'importance et évidemment le fait de vouloir continuer nous agréer. La mise en place d'un vademecum devrait normalement être réalisée puisqu'il y a déjà une bonne base qui existe et il y a aussi des démarches qui ont été réalisées notamment avec les différents corps de police. Mais c'est en attente de la invitation du chef de corps pour pouvoir y parvenir. Donc ça devrait aboutir plus facilement. Donc ces différentes démarches ont été déjà initiées et continuer dans ce sens-là nous appliquer. Donc ensemble, continuons dans ce sens. Et concernant les seniors, vous avez repris également un certain nombre d'initiatives qui ont déjà été entreprises, comme la lutte contre la fracture numérique et ce genre de choses. Et en ce qui concerne les différents projets innovateurs, c'était des projets qu'on avait déjà remportés, nous sommes évidemment favorables à cette dynamique. Merci Flore. Alors au niveau du management efficace et moderne du personnel communal, oui c'est une évidence pour nous et une priorité. Ça a toujours été le cas en fonction des possibilités et des diverses contraintes, notamment en matière de recrutement bien entendu. Donc tout à fait ok pour continuer avec vous dans ce sens. Un point d'attention tout de même, nous attendons de voir, on n'a pas les éléments, mais ça peut être, j'imagine, de voir quelle orientation vous comptez donner à votre politique de ressources humaines. Vous parlez notamment d'évaluation du personnel, sans en dire plus. Donc, comme nous lisons en parallèle dans votre programme électoral que vous souhaitez mettre en place une politique RH, je cite, orientée vers un service public optimisé sur le plan rapport qualité-prix, voilà, on veillera juste à ce que ça reste bien humain comme politique de ressources humaines, on n'en doute pas, mais on y sera vigilant. Voilà, il ne faut pas que le personnel devienne des marchandises. C'est le terme rapport qualité-prix qui est interpellant. Donc, voilà, les propositions viendront et on y sera attentif. La gestion des plans d'urgence, ceux-ci doivent être constamment actualisés, améliorés, tout à fait d'accord avec les différents partenaires, via des exercices réguliers. Cela s'est fait de cette manière et ça va continuer, donc on est en phase avec vous. Au niveau de la fiscalité, vous soulignez préférer une fiscalité proportionnelle et progressive, donc à la fiscalité forfaitaire. C'est tout à fait ce qui a été fait ces dernières années, puisque toutes les taxes forfaitaires ont été supprimées. C'est ce qu'on avait appelé, qu'on appelle toujours de la justice fiscale. Donc on veille à diminuer, on pense toujours, donc comme on l'a proposé en décembre, que veille à diminuer le précompte immobilier qui a dû être augmenté pour faire face aux dépenses imprévues et urgentes liées à l'inflation et à la crise des prix de l'énergie, est une bonne chose. Donc sur une fiscalité proportionnelle, en phase avec vous. Une fiscalité incitative, vous soutenez également. Dans le secteur des déchets, c'est ce qui a été mis progressivement en place ces dernières années, avec le principe du pollueur-payeur, etc. Donc, on est également en phase sur ce sujet. Je passe la parole à Laurent pour le sujet suivant. La mise à disposition d'infrastructures sportives de qualité. Notre commune dispose de nombreuses infrastructures sportives, certaines d'un niveau national, d'autres d'un niveau international, comme le CREF, le CFTT. D'autres sont de très bonne qualité et certaines doivent être améliorées. Ensemble, dans ce sens, continuons. Concernant les initiatives comme en course pour mon bien-être, comme vous l'écrivez, alors que c'est plutôt je cours pour ma forme. Oui. Les initiatives en course pour mon bien-être, alors que, comme vous l'écrivez, je cours pour ma forme, c'est pas ça, peuvent être dupliquées. La voie est tracée et mise en œuvre. Dans ce sens, ensemble. Julie. Alors, à mon tour. Moi, je vais plutôt parler donc, du commerce de proximité. Donc, en ce qui concerne la défense du commerce de proximité, c'est le cœur en fait, de l'activité de la SBL de Limoux.
Les chefs commerçants ont été mis en place dès le départ de nous. L'opération d'épargne citoyenne et solidaire a été mise en place évidemment au moment le plus fort de la crise Covid. Ce sont deux exemples concrets, mais surtout efficaces, des actions à prendre et à continuer, notamment en parlant des différentes entreprises à Benimouf. Benimouf, comme vous le savez tous, est composé d'administrateurs provenant de différents groupes politiques, mais également du tissu économique. Et il a toujours œuvré donc dans l'intérêt de tous, peu importe les convictions politiques, peu importe les couleurs. Gageons pour que cela reste aussi dans l'intérêt de nos commerçants et de nos indépendants, car oui, effectivement, c'est l'unique objectif de cette ASBL, comme j'ai bien dit tout à l'heure, pour tous les administrateurs, et ça j'en reste totalement convaincu. Cependant, entendre dire que Benimouf est endetté, ça par contre, nous ne sommes pas d'accord. Benimouf n'a aucune dette. Pour avoir une dette, il faudrait que quelqu'un ait contre nous une créance exigible. Alors, je l'ai lu plusieurs fois, Benimouf est crevé par une étape citoyenne, c'est pas la même chose. C'est le même discours d'ailleurs qui a été dit au dernier conseil d'administration de l'UI. Benimouf est endetté. On peut pas de reprise dans le enfin bon, bref, je vais continuer peut-être. Donc, pour rappel, l'épargne citoyenne, elle a permis de financer des chèques commerce. Ces chèques commerce qui ont été distribués à différentes catégories de la population, qui ont été fort impactées durant la crise Covid. Par exemple, le personnel médical et infirmier, des métiers de catégorie dits essentiels, des associations, les commerçants Horeca qui ont dû fermer à l'époque et qui se sont retrouvés sans quasiment plus aucun revenu. Donc ces chèques, qu'est-ce qu'ils ont été faits? Ils ont été dépensés dans les commerces benitois. C'est la preuve de l'action concrète de Benimouf auprès des commerçants d'ailleurs. Les citoyens qui ont permis cette action exemplaire de soutien aux commerces locaux pendant le Covid ont souscrit non pas un prêt, mais une rente perpétuelle. C'est écrit tel quel dans le règlement qu'ils ont signé. C'est très clair donc dans tous les documents et dans les conventions existantes. Il est même prévu dans ces documents que le remboursement se ferait au fur et à mesure des disponibilités de la SBL. Il n'est donc juridiquement aucun droit à exiger le remboursement de leur soutien financier, et ils perçoivent d'ailleurs un intérêt chaque année, comme c'était écrit dans le règlement qui a été signé lors de la souscription de cette épargne. Donc je le répète, pour nous, il n'y a aucune dette chez Benimouf. Nous comptons sur la nouvelle présidence en la personne de notre cheval des affaires économiques et toute son équipe pour continuer à œuvrer ensemble dans cette direction, et je pense qu'on est bien parti de toute manière, c'est une très bonne équipe. Deuxièmement, ce qui concerne le tourisme. Il y a la maison du tourisme, le GAG, le NIMI, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été dites aussi par Gémon tout à l'heure. Nous voyons avec satisfaction que rien de ce qui a été fait n'est remis en cause, que du contraire, et donc c'est très bien. Un petit bémol quand même, car nous ne voyons rien proposer concernant le musée de la Fourche et de la vie rurale de Mortier, mais certainement nous en reparlerons dans les semaines qui vont suivre. Merci Julie. Donc voilà, ça clôture le premier volet de nos commentaires. Donc sur tous les sujets, ils sont nombreux, et il y a d'autres qui n'ont pas été cités. Nous savons que nous sommes d'accord sur les objectifs. Donc nous soutiendrons donc l'action de la commune sans ambiguïté sur les principes de ces actions. Le deuxième volet de notre réaction, ça concerne les finances publiques. Là, évidemment, on sera moins d'accord avec ce que vous écrivez. Et je vais céder la parole à Xavier. Le bad boy de l'histoire. C'est le bizutage. Pardon? C'est le bizutage. Ouais, bah oui, ça va être ça, ouais. Bon, bah voilà. Donc, évidemment, comme Christophe le disait, bah, c'est vraiment un volet sur lequel on n'a pas la même approche. Donc pendant toute la campagne, M. Benimuf n'a pas arrêté de faire peur aux citoyens, en fait, parce qu'il allait même au-delà des frontières communales. Hein. On a déjà entendu des gens de l'AN ou d'autres communes nous dire que la commune avait des finances dans un état catastrophique. Et voilà, vous continuez d'ailleurs à le relayer dans votre politique, hein, dans la déclaration. Donc l'état des finances communales est particulièrement interpellant. Vous avez même invoqué la faillite, je l'ai reprise aussi. Donc, est-ce que ça veut dire que la nouvelle majorité, se retranche déjà derrière des excuses pour ne pas arriver à se faire en termes de programme? En décembre, 15 jours après votre installation, donc, vous avez présenté un budget au conseil communal en équilibre. Certes, c'était un budget technique, comme vous l'avez appelé, mais en l'occurrence en équilibre. Donc, pour faire un budget en équilibre, il y a deux possibilités. Soit vous avez raconté n'importe quoi aux électeurs, soit se transforme en magicien. Donc, présenter un budget en équilibre en décembre, c'est pas grâce à la place sortie de son chapeau.
mais certainement parce que les situations financières de la commune étaient satisfaisantes et pas catastrophiques. René l'a dit, sur ces 6 dernières années, la moyenne du boni communal est au-delà du million d'euros, et cela sans même jouer à la loterie. Dès lors, comment oser dire que les finances vont mal? Bon, en page 5, vous dites que l'endettement de la commune, 28 millions d'euros, on n'y pas les faits, impacte fortement les finances communales. En 2024, on devra repayer 1,1 million d'intérêts, je passe les petits chiffres, et 950 000 euros de capital, soit un montant total de 2 millions sur un budget de recettes de 20 millions, donc ce qui fait 10%. Donc Serge parlait la dernière fois d'un endettement à 140%, lors des derniers conseils, ce qui est pour nous un raisonnement qui n'est pas trop compréhensible. Lorsqu'on achète une maison, on s'endette bien à des hauteurs bien plus importantes. Donc on va je dois dépasser à 100%, je vais quand même continuer à vivre. Donc ce qui compte, c'est pour nous la capacité de remboursement et la capacité à honorer ses dettes et engagements. Donc ça pour la commune, 10% sur le budget de 2024, c'est tout à fait raisonnable pour nous et c'est un handicap en réaction communale. L'étude Belfus d'ailleurs démontrait aussi qu'au niveau du cluster, donc les communes avec nos mêmes caractéristiques, démontrait qu'on était tout à fait dans la moyenne. 9,8% pour Beny, 10,3% pour le cluster, en province 10% et la région 10,7%. Quelques éléments dont on aimerait faire part à la nouvelle majorité, aux nouveaux conseillers aussi, pour moi. À Beny, donc on n'a jamais emprunté pour financer nos fonctionnements. On a quelques dettes d'investissement pour les trottoirs, les voiries. D'ailleurs, notre patrimoine aussi a plus que doublé en 20 ans, et en 2023, on l'estimait à 53 millions d'euros. La commune de Beny n'a jamais dépassé les balises d'emprunt fixées par la région wallonne. D'ailleurs, la quasi-totalité des investissements, travaux, achats ont été votés quasi à l'unanimité du conseil communal. Donc cela montrait bien qu'en période non électorale, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Le conseil communal de Beny a rejeté le plan Oxygène proposé par la région wallonne, preuve aussi qu'on n'en avait pas besoin. Alors, la caserne a-t-elle vraiment plombé notre emprunt? Effectivement, aujourd'hui, il reste un peu plus de 7,5 millions, je pense, à payer d'emprunt. Sur les 28 millions, ça représente presque un quart. Alors, c'est vrai, elle a coûté aussi 13,5 millions. C'est un projet de taille, un projet d'envergure pour la commune. Certainement un des plus gros de l'histoire aussi de la commune. Et on est fiers de pouvoir le concrétiser. Et à le refaire, on le referait. Mais il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, ça représente 48 hectares. Et au prix du terrain à bâtir, on va dire plus ou moins 60 euros de mètre carré, ça fait une valeur de 28 millions, plus de 28 millions. C'est-à-dire que si on voit la commune, la caserne dans sa totalité, on rembourse les emprunts. Et alors, pour rembourser donc, aussi la caserne, elle rapporte aussi à la commune, notamment les loyers qui rapportent plus de 500 000 euros par an, contre une charge et des intérêts entre 350 et 400 000. Donc c'est peut-être un des seuls investissements communaux qui rapporte vraiment à la commune. Donc en matière d'emploi, c'est certes, il faut rester attentif, c'est une évidence. Ça, on ne nie pas les faits. Maintenant, quand il est décrit dans la déclaration d'intention de vendre des biens pour rembourser des emprunts, donc il y a aussi à vous signaler qu'il y a des coûts de remploi, si vous voulez rembourser plus tôt. Donc, il faudra peut-être payer aussi des pénalités. Donc ceci étant dit, ce qui nous inquiète surtout, c'est l'approche des finances communales, ce que si le remboursement de la dette ne représente que 10% de nos dépenses, il n'est rien dit sur les déclarations, donc sur les lignes directrices à proposer 90% restants, à savoir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses de transfert. Donc je serais Marie, par exemple, revenir sur le plan social, la déclaration est bien pauvre. Donc nous sommes donc un peu inquiets à la fois de cette analyse des finances publiques, mais aussi le manque flagrant de vision, et nous resterons attentifs à tous ces points très rapidement à l'occasion de l'approbation du compte et de la modification budgétaire qui en suivra. Merci Xavier. Voilà, c'était pour le deuxième volet, focus sur les finances. Et alors le troisième et dernier volet qu'on souhaite aborder, c'est un volet quelques points qui nous inquiètent parce qu'ils sont, de la manière où ils sont ou pas présents justement dans la déclaration. Donc, grosses inquiétudes sur des points essentiels à nos yeux. Premier point, le cadre de vie
Alors nous partageons les axes essentiels repris dans la déclaration, puisque, comme nous l'avons dit, ils sont quelque part la continuation logique de la politique menée ces dernières années. Par contre, il y a 3 points qui nous interpellent au niveau du cadre de vie. Il n'y a pas un mot sur le réveil, donc le réseau vert des initiatives locales, donc qui est un réseau d'initiatives communales qui a permis d'encourager et de coordonner en les soutenant des dizaines de citoyens dans la mise en œuvre de projets concrets, comme par exemple le déploiement des chemins de promenade balisés ou le réempoisonnement patient et très réussi de nos rivières. Donc, quelle est l'attitude de la majorité? Le réveil n'est-il pas un exemple magnifique de participation citoyenne? Ne convient-il pas de le revigorer plutôt que de l'oublier ou de l'abandonner? Ça, c'est pour le réveil. En matière d'urbanisation, toujours dans le cadre de vie, donc vous souhaitez adapter le SCOT en faire le SDC, c'est une obligation légale et on est en phase avec ça. Vous écrivez vouloir l'adapter à la vision de la nouvelle majorité. Et cette vision, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est diminuer le nombre de nouveaux logements créés, donc de permis octroyés chaque année, puisque donc cet objectif, c'est de limiter le nombre de logements créés chaque année. On prend acte. Mais, bon, on rappelle quand même que le SCOT a été construit en concertation avec les citoyens, notamment au travers d'ateliers. Nous espérons que vous pratiquerez de la même façon pour faire évoluer le SCOT vers le SDC. En effet, le SDC doit avant tout, selon nous, être adapté aux besoins de la population et pas uniquement à votre vision. Autre aspect, vous voulez limiter donc l'urbanisation, mais toute politique d'aménagement du territoire demande le respect de la propriété privée. Les propriétaires de terrains en zone à bâtir ont a priori le droit d'user de leurs biens dans ce sens, c'est la Constitution, c'est la loi. Certes, on peut nuancer et encadrer ce droit, c'est bien ce qui est fait au travers du SCOT et qui devra être fait au travers du SDC qui travaille dans ce sens. Mais la propriété privée reste un droit. Donc la seule possibilité radicale pour nous de limiter le fameux tout au béton que vous avez amplement parlé depuis des mois et des mois, c'est pour nous d'acheter des terres. La commune doit prendre la maîtrise foncière sur des terrains si elle veut empêcher qu'on y construise. Donc la commune l'a fait au centre de Bleuny avec le site de l'école communale, elle l'a fait à Barchon, tout le terrain de foot près de l'école, elle l'a surtout fait à la caserne avec 38 hectares d'espace vert qui ont été sauvegardés. Donc ce type d'action pour nous doit être maintenu et nous pensons notamment aux prairies bâtissables derrière l'école libre à Sarmy, au cœur de Barchon ou de Bleuny par exemple. Donc pour nous il faut maintenir cette politique et rien n'est dit à cet égard dans la déclaration. Et 3e point sur le cadre de vie, en campagne électorale vous avez précisé que la question des inondations serait réglée en 6 mois. On en a un peu parlé, nous nous attendions à une déclaration peut-être plus explicite avec une limitant des actions concrètes sur ce sujet important, mais nous savons qu'il est très complexe et délicat. Alors, Chris, je te donne la parole pour un point sur l'enseignement. Au niveau de l'enseignement communal, c'est un point fondamental qui touche chaque année environ 1000 familles de notre commune, sans parler des dizaines et dizaines de membres du personnel communal affectés, enseignants, dans l'entretien, les gardes d'enfants, personnel administratif, etc. Le rôle de l'enseignement est également essentiel pour la formation des citoyens de demain. Le rôle particulièrement de l'enseignement public, ouvert à toutes et tous, est absolument central. C'est donc une responsabilité fondamentale que d'être pouvoir organisateur d'un tel enseignement. La déclaration est très lacunaire sur ce point. C'est le moins qu'on puisse dire. Dire que l'on va discuter avec les directeurs de l'école n'est pas une orientation politique. C'est la moindre des choses et une évidence. La disponibilité d'un collège, et tout particulièrement de l'échelle de l'enseignement, doit aller bien au-delà. Nous voulons avoir confiance et resterons attentifs. Restons positifs. Il faut que chacun puisse prendre ses marques, particulièrement dans les responsabilités aussi lourdes. Mais en tout cas, d'ores et déjà, il y a un point que nous ne laisserons pas passer, c'est la diminution du personnel à charge du budget communal, soit une dizaine d'enseignants. Leur rôle est indispensable, sans eux les classes seraient désorganisées, voire surpeuplées. Nous avons proposé de maintenir le budget nécessaire pour payer ces enseignants lors du Conseil de décembre. Vous avez refusé. Nous espérons et nous exigerons que vous reveniez sur ce point de façon positive avant la prochaine rentrée scolaire. Merci Chris. Flo, un point sur le logement. Oui, donc la difficulté d'accéder au logement et particulièrement pour les jeunes, notamment au niveau du montant, est évidemment un sujet préoccupant. Et malheureusement, nous n'avons pas eu seul mot sur le sujet.
Les seules choses éventuellement de niveau qui apparaissent sont éventuellement la réduction de la délivrance des permis de bâtir qui peuvent conduire à une diminution du logement, donc en effet des voies conséquentes. Je n'ai pas compris ce que tu disais. Pas trop. Non, j'ai entendu, oui, d'accord, oui. Oui. Donc je disais, je ne sais pas, je suis arrivée et tout. Mais je disais, entre le logement, on n'en parlait pas. L'accès au logement. Et donc, vous n'en parlez pas. Et sauf peut-être un peu plus loin avec une diminution de la délivrance des permis d'urbanisme, ce qui peut engendrer une augmentation évidemment des prix. Ou éventuellement, si on peut l'imaginer à demi-mot, dans une éventuelle valorisation du patrimoine communal. Donc ça, c'est les deux seules pistes que nous avons en lecture entre les lignes, puis imaginer, ce qui évidemment nous inquiète dans tous les sens, parce que nous estimons que le logement public est évidemment important et que nous devons y accorder chez nous aussi beaucoup d'attention, surtout que au cours des dernières années, on a eu la chance d'augmenter le nombre de logements, la unité de logements sur la commune depuis d'une cinquantaine, et on a un véritable capital réponse qui n'est jamais suffisant. Et donc, c'est vraiment un point sur lequel on espère qu'il y aura un dynamisme il y a un point d'attention qui va se créer. Merci Flo. Alors, pour terminer, un dernier gros point d'inquiétude, et non le moins, je vais donner la parole à Marie, et puis alors je vous ferai la conclusion, je vous ferai part de notre position. Donc ici, c'est sur l'action sociale, ici aussi sur un point aussi essentiel, en fait, la déclaration est particulièrement laconique. Pas un mot sur la trajectoire du CPS et l'ampleur de ses actions dans l'analyse financière et budgétaire. La nouvelle majorité semble donc envisager l'action sociale comme un aspect marginal de la politique qu'elle veut mener. C'est non seulement inacceptable sur le plan des principes, mais aussi irrespectueux pour les acteurs sociaux, qu'ils soient de la commune, du CPS, du secteur privé ou des associations. Mais un indice l'annonçait déjà, et donc ce n'est pas totalement une surprise. Aujourd'hui, le plan de cohésion sociale a disparu des attributions des membres du collège. Quelle est votre ambition sur le plan social? Ici aussi, nous ne voulons pas juger trop vite, mais nous attendons des explications et des actes concrets. En tout cas, nous exigeons que les investissements dans la remise à l'emploi des jeunes de moins de 25 ans émergeant en CPS soient maintenus et chaque fois que possible amplifiés. L'urgence sociale est là pour trop de nos concitoyens. Et ce n'est pas avec les politiques annoncées au niveau régional et fédéral que ça va diminuer, malheureusement. Nous interrogerons de façon plus précise la présidente du CPS, évidemment, sur ces points lorsqu'elle viendra soumettre son budget à la tutelle du conseil communal et espérons avoir des réponses à la hauteur des besoins de nos concitoyens. Bien évidemment, je ne parle pas du budget qui a déjà été voté, mais de la modification budgétaire qui va arriver et des budgets futurs. Voilà. Merci Marie. Voilà, nous avons fait le tour des différents sujets, donc je vous propose notre conclusion et notre position. Donc, en synthèse, dans la déclaration de politique communale qui nous est soumise, nous voyons tout d'abord de bonnes lignes que nous soutiendrons et qui traduisent une volonté de changement dans la continuité. C'est quelque chose de bien pour le citoyen. Une approche, deuxième point, une approche des finances publiques qui exige avant tout des membres de la majorité de sortir des slogans et de faire face à la réalité avec ses aspects contraignants mais aussi ses aspects plus positifs. Nous voyons quelques points d'attention particuliers et nous avons deux inquiétudes majeures et nous formulons donc deux exigences immédiates, un soutien sans faille à l'enseignement communal et une politique sociale à mettre en place car jusqu'à présent elle est de toute évidence en dehors des préoccupations de la majorité. Compte tenu de tout cela, et dans une optique constructive et positive, nous maintenons la porte ouverte et nous ne voterons pas contre votre déclaration. Nous nous abstiendrons à titre d'encouragement. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Alors, on va répondre aussi en 3 temps. Je vous soulève un certain nombre de points qui méritent à mon sens d'être débattus, en tout cas répondus. Concernant le premier point que vous avez soumis, donc,
je te remercie de dire que c'était un point, c'est le changement dans la continuité, parce que j'ai cru à un moment donné poser votre bilan. Donc je suis content de savoir que vous envisagez quand même que certains projets que nous envisageons ne sont pas si mauvais que ça. Le deuxième point, c'est les finances publiques. Je vais laisser les choix des finances répondre. Oui. Donc au niveau, j'entends vos remarques. Elle ne m'étonne pas, puisque c'est quelque part votre façon de voir les choses depuis un certain temps qui ont amené la situation dans laquelle on se trouve maintenant, au niveau financier. Vous aviez parlé d'urgence sociale. Maintenant, j'entends que ce n'est plus une urgence sociale qui a motivé votre maintien des taux au niveau du précompte immobilier et d'IPP pour les dernières années de la législature, puisque vous parlez maintenant d'inflation et de l'explosion des coûts énergétiques. Pourtant, votre discours était toujours le même, c'était urgence sociale, urgence sociale, urgence sociale. Maintenant, j'ai entendu dans l'explication qui vient d'être donnée par Xavier que c'était l'inflation et les problèmes au niveau énergétique. Je prends note de ce changement d'attitude, mais c'est pas grave. Alors, au niveau maintenant de l'évolution... Je ne sais pas si vous réagissez. C'est en plus. C'est pas un changement, on l'a toujours dit. C'est l'urgence sociale qui a provoqué le changement du taux. Et puis évidemment, forcément, vous avez dit, l'urgence sociale, c'est 2 ans. Ensuite, on redescendra les taxes. Et il n'y a qu'un moment où vous annoncez une diminution des taxes, c'est quand vous n'êtes plus au pouvoir. Simplement, au niveau précompte immobilier, on passe de 2008 à 2007. Par l'opération du Saint-Esprit, je vous ai demandé la dernière fois au moment du conseil communal comment vous alliez compenser ça dans un budget. Vous venez d'expliquer qu'il est en équilibre. En effet, c'est la loi. On ne peut pas présenter un budget en déséquilibre. Et si je vous suivais votre raisonnement de passer de 2008 à 2007, 150 000 euros. Et je n'ai pas eu de proposition de votre part pour dire où on les enlevait. Dans le personnel d'enseignants, ou bien au niveau de l'encadrement extrascolaire, ou bien est-ce que c'est au niveau de l'aide, au niveau des clubs sportifs, des associatifs? Je n'ai pas eu de réponse. Mais voilà, c'est votre position, et en fonction de ça, nous autres, on a préféré faire un bilan de manière claire et précise avant de pouvoir annoncer une diminution éventuelle de la taxation au niveau des militants. On n'a pas menti, tout ça a été dans le programme depuis le début. C'est votre interprétation, mais ça c'est un choix, je peux comprendre. On est en politique, donc à un moment donné, il faut s'opposer par rapport à un échec qui est quand même un échec qui est clairement remarqué au niveau de l'électeur qui a cru à un moment donné en vos dires, et puis à un moment donné, il s'est senti trahi au moment du vote. Puisque le résultat, c'est quand même une défiance par rapport à ce que vous avez promis. Et donc, on peut compléter, évidemment, par rapport à toute une série de choses. Dans votre déclaration, vous aviez, il y a 6 ans, je prends votre déclaration, je prends mot pour mot ce que vous aviez dit. On devait faire la charte terrain agricole à Housse. L'a-t-on fait? Non. On devait acheter un radar. L'a-t-on fait? Non. On devait acheter un bus local. L'a-t-on fait? Non. On devait acheter, on devait faire la maison du patrimoine. Ça, on l'a fait. Et on l'a fait en utilisant les bâtiments de l'EPS qui devaient être vendus pour aider l'EPS à s'en sortir. Mais on l'a fait. La maison communale, elle n'a pas été faite. L'école de Trembleur, on l'a fait. Elle est très belle. L'école de Mortier, il y a encore des choses à faire, je pense. Le tennis de Housse, on attend toujours. La salle Père Léon Grégoire, il y a quand même des transformations à faire pour qu'elle puisse être utilisée dans sa totalité. Pour l'instant, on n'a pas du tout la possibilité de l'utiliser dans sa pleine propriété. Le foot de Sèvres, il y a eu des aménagements, mais il y a encore des choses à faire. La pétanque de Marchon, je pense qu'il n'y a rien de fait. Et là, il y a aussi l'auteur de projet. Donc, sur ce que je viens de vous dire, 21% de votre programme présenté en 2018 a été réalisé par rapport à votre programme indicatif. Donc, ça veut dire que c'est un programme indicatif. Nous autres aussi, on vient de le dire, les mesures budgétaires sont compliquées, on a l'intention de faire certaines choses, mais on doit aussi se rendre compte qu'on dépend du passé. Et le passé, c'est le constat qu'à un moment donné, la taxation a réuni
elle est passée d'un certain niveau au niveau beaucoup plus élevé que la moyenne au niveau de l'arrondissement de Liège. Et ça, c'est un constat. On ne sait pas faire autrement. Alors, on peut ressortir une analyse de chez Belfius qui date de quelle année? C'est la seule qui est disponible. De toute façon. Voilà. 2023, et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait? 400 000 d'intérêts à payer par an dans un budget, et on est à 1,1 million maintenant à payer en intérêts. Les 700 000 différences, on pouvait les mettre autre part, hein. Mais c'est le choix budgétaire que vous avez fait de réalloger votre dette avec des taux d'intérêt révisables annuels ou révisables trimestriellement, qui ont eu comme conséquence que, en effet, on a eu une inflation et les taux d'intérêt sont montés. Mais c'est un choix que vous avez opéré et qu'on a critiqué à l'époque, parce qu'on estimait que c'était un mauvais choix pour l'avenir des citoyens pays. Donc voilà. Oui. Alors le dernier volet, c'est... Monsieur le Président, si vous me permettez, comme parenthèse, M. L siège aussi, et continuera à siéger au Conseil de police. Quand il parle des radars, nous n'avons jamais, sur le budget communal, dit que nous achèterions ou nous installerions des radars. Hein. Il faut placer radars 100 000. Déclaration de politique générale, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vous. Je ne fais que relire ce qui a été écrit à l'époque. À l'époque ben oui, mais il y a eu une évolution, on est bien d'accord. Il y a eu les mêmes explications que tous ici autour de la table, du moins l'ancien conseil, et à un moment donné, ça a évolué aussi. Hein. Je ne fais aussi. Donc tu confirmes que la déclaration de politique communale est évolutive de toute façon, donc vous avez une chose. On n'a jamais dit on prend des points qui n'ont pas lieu d'être ici. J'ai l'impression qu'on fait le bilan de la législature. Oui, c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. Vous l'avez fait pendant votre campagne électorale. Maintenant, on discute de la politique générale de la nouvelle majorité. Je vais prendre la parole pour continuer à votre argumentaire. Et petite parenthèse, il n'y a que les conseils communaux qui peuvent discuter ici et non public. Ce n'est pas une volonté de ne pas donner la parole au membre du public, mais ce n'est que les conseillers communaux. Je ferme la parenthèse, parce que je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. Donc je viens sur votre troisième point qui était vos sources d'inquiétude. Il me semble que vous exigez beaucoup de choses de nous. Hein. Dommage que vous n'avez pas eu la même exigence en ce qui vous concerne, hein, parce que sincèrement, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Quand j'entends aujourd'hui que vous êtes inquiet parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans votre DPC, attends, excusez-moi, mais la nôtre, elle fait 28 pages. La vôtre, elle en fait 7. Il y a 6 ans. Et le réveil, même pas une ligne, vous le réveil dans la vôtre, il y a 6 ans. Donc c'est beau à un moment donné de nous reprocher ce que vous ne faites pas, mais il me semble à un moment donné qu'il faut quand même balayer devant sa porte. Au niveau de la vision que nous avons de l'urbanisation, vous dites que c'est notre vision, oui, c'est la nôtre que nous avons, mais visiblement elle est quand même partagée par 60% des électeurs de l'Itoile, dont nous pouvons estimer que nous ne sommes pas trop dans le mauvais. Par rapport aux inondations, j'ai jamais dit que ce serait réglé en 6 mois. Hein. J'ai dit que je reviendrai vers la population dans les 6 mois pour pouvoir faire le point sur le dossier. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ce serait résolu en 6 mois. Depuis lors, nous n'avons pas chômé, nous avons déjà rencontré l'AIDE, nous avons déjà rencontré un certain nombre d'acteurs, et nous sommes en train de mettre un certain nombre de points en œuvre et de chiffrer notamment ce que ça va coûter de devoir mettre en œuvre les solutions qui ont été préconisées par l'AIDE, notamment pour le versant moussé. Parce que pour pouvoir mettre en œuvre, notamment, et ça c'est dans la dotation budgétaire, on a chiffré tout dans la dotation budgétaire, dans la dernière page de la DPC, vous avez l'achat de terrain. Il n'y a pas qu'un terrain à acheter dans le Mousset. Il y a 4 terrains à acheter dans le Mousset. Pour faire les 2 bassins d'orage. Pour pouvoir lancer. Les informations ont changé de la part de l'AIDE. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, ben non, mais il faut se renseigner. En fait, quand on regarde où sont les bassins d'orage par rapport au plan de l'AIDE et qu'on regarde le cadastre, on voit qu'il y a plus qu'un terrain en fait. Donc ça, c'est une analyse approfondie de la situation. Et alors, en ce qui concerne évidemment la mise en œuvre des bassins d'orage, il faut évidemment un permis d'urbanisme. Et pour avoir un permis d'urbanisme, il faut évidemment une étude complémentaire qui va quand même coûter 140 000 €, je pense, de mémoire. Donc c'est quand même des éléments qui sont importants. Nous sommes en train d'y travailler, nous ne jouons pas sur ce point-là. Et nous allons évidemment lancer l'étude sur le volant qui n'avait pas été lancée. Vous avez lancé la réflexion aujourd'hui, c'est au budget, et dès que ça revient du budget, l'AIDE commencera son travail. Au niveau de l'enseignement, on a eu ce débat-là il y a tout juste un mois, et je vous avais expliqué, mais visiblement,
parfois il faut expliquer longuement, ou plusieurs fois. On vous a dit qu'aujourd'hui, nous avions décidé de réduire les Européos jusqu'au mois de juin, et au mois de juin, et avant le mois de juin, nous ferions le point avec l'ensemble des directions sur les besoins en termes d'Européos, et que nous les mettrions évidemment au budget. Je vous l'ai dit évidemment lors du dernier conseil, je vous ai dit que je vous voyais déjà arriver en vous disant ne mettez pas ça sur les réseaux sociaux, vous allez susciter l'inquiétude inutile, vous l'avez quand même fait, et aujourd'hui on a encore discuté avec l'ensemble des directions, il n'y a pas de difficulté à cet égard, et vous pouvez le rassurer, je ne sais pas à quel ordre je dois le dire, mais les Européens seront bien remis au budget jusqu'à la fin de l'année en fonction des besoins qui seront relatés par l'ensemble des directions. Et je peux même vous dire qu'il y a une très bonne synergie entre Mme Leschwin, l'enseignement et l'ensemble des directions, et il y a un très bon dialogue. Au niveau de l'action sociale, je vous dirais aussi au niveau de l'action sociale qu'on a un conseil de l'action sociale et une déclaration de politique sociale qui va être débattue. Vous avez reçu la convocation aujourd'hui ou hier, donc vous allez en débattre au niveau de l'action sociale. Mais je peux quand même m'inquiéter du fait que ce ne soit pas dans la déclaration de politique. Oui, je l'entends, mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas attentifs, puisque vous en débattrez tous ensemble au niveau des mesures qui seront prises ensemble à ce niveau-là. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Voilà, ceci clôture maintenant ce point que nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. La déclaration de politique communale est donc adoptée et sera publiée évidemment conformément aux dispositions légales en vigueur. Nous reprenons maintenant la suite de nos travaux après ce long débat. Et nous arrivons au point 3. Nous vous proposons de déléguer au collège communal la possibilité de passer des marchés publics et de concessions au budget ordinaire et extraordinaire. En réalité, on renouvelle la décision qui était passée ici le 26 janvier 2023 suite au renouvellement du conseil communal. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la même chose, la délégation pour les opérations immobilières en dessous de 30 000 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant, ça concerne la même chose, mais les opérations mobilières, toujours en dessous de 30 000 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne le règlement d'ordre intérieur pour le comité de concertation commune CPS. Vous l'avez reçu. Il y a quelques petites modifications à la suite évidemment du renouvellement du conseil communal. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? On a une réponse aux questions. Je vous remercie. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant, c'est le règlement sur l'octroi d'une prime de naissance. Ici, il y a une petite modification puisqu'on allonge le délai. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non. Ce soit suffisant cette fois-ci. Nous espérons aussi. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne le règlement communal relatif à la procédure d'indication et d'implantation des constructions nouvelles sur le territoire de la commune. C'est tout simplement pour se mettre aux normes législatives, on se conforme aux normes. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne une convention entre la commune et le CPS pour la passation d'un marché public conjoint concernant l'entretien de systèmes de chauffage des bâtiments communaux et du CPS et la désignation d'un chauffagiste chargé évidemment de procéder aux différents travaux. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Synergie, c'est très bien. Voilà. On pense aussi au CPS. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne le marché public, alors ici communal, pour la désignation d'un électricien chargé de différentes interventions dans différents bâtiments communaux. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Nous passons ici au vote. Le marché public et donc ce sont les conditions et le mode de passation d'un marché conjoint.
le service pour l'entretien du système de chauffage, de jet et Bob, peut-être qu'on a voté juste avant. Une question, des remarques? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne l'aliénation immobilière communale. Vous avez eu le plan qui est annexé, vous voyez donc ce qu'il en est, c'est une petite parcelle pour permettre de désenclaver la parcelle. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? C'est un dossier qu'on connaît, on l'a initié. Qui est pour? Alors, maintenant, nous allons procéder à la désignation d'un nombre de personnes dans différentes structures supracommunales. D'accord. Alors, juste pour l'information, quand il y a le nombre de candidats pour le nombre de postes, c'est une prise d'acte, nous ne devons pas voter. Mais lorsqu'il y a plus de candidats que le poste, nous devrons évidemment passer au vote. Donc ici, c'est une prise d'acte pour le comité de concertation commune CPS. Et nous désignons pour le groupe Leni Plus M. Serge Ernst et pour le groupe PS Mme Marie Greff. Le point suivant, alors ici vous avez une nouvelle délibération qui a été sur votre bureau. C'est également une prise d'acte. Et alors, pour le groupe Leni Plus, nous désignons M. Arnaud Leclerc en qualité d'effectif et M. Simon Bedron en sa qualité de suppléant. Madame Marie Simon en qualité d'effective et Caroline Petit en tant que suppléant. Et pour le groupe PS, M. Xavier Bourdou-Nissen en qualité d'effectif et M. Christophe Berthaud en tant que suppléant. Et M. Arnaud Garçon en tant qu'effectif et M. René Gru en tant que suppléant. Le point suivant concerne la composition de la commission paritaire locale. Par contre, ici, nous allons devoir procéder au vote, puisqu'il y a 6 candidats pour 5 postes à pourvoir. Alors, qui est pour la désignation de Madame Anne de la Varenne? Qui est contre? Qui est pour la désignation de Monsieur Arnaud Leclerc? Qui est contre? Qui est pour la désignation de Madame Marie Simon? Qui est contre? Qui est pour la désignation de Monsieur Christophe Rennery? Qui est pour? Qui est contre? Qui est pour la désignation de Madame Ingrid Zegels? Qui est pour la désignation de Madame Vanessa Kubitschek? Je vous remercie. Donc sont élus Madame Anne de la Varenne, Monsieur Arnaud Leclerc, Madame Marie Simon, Madame Ingrid Zegels et Madame Vanessa Kubitschek. Le point suivant concerne la désignation de représentants au sein de la commune, au sein de l'académie César Franck de Vizé. Donc vous savez qu'on n'est pas obligé de désigner ici des conseillers communaux. Alors, le groupe PS propose Madame Sabine de Cocker et le groupe Leni Plus propose Madame Anne Bochem et Monsieur Victor Zinen. Nous procédons donc au vote. Qui est pour la désignation de Madame Anne Bochem? Qui est contre? Qui est pour la désignation de Monsieur Victor Zinen? Qui est contre? Qui est pour la désignation de Madame Sabine de Cocker? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, sont élus Madame Anne Bochem et Monsieur Victor Zinen est désigné à cette fonction. Concernant la désignation des représentants de la commune au sein de l'Agence locale pour l'emploi, c'est une prise d'acte. Nous désignons pour le groupe Leni Plus M. Benoît Bebron, M. Pierre Nizet et M. Éric Huiselet. Et pour le groupe PS, M. Xavier Bourdou-Nissen, M. Christophe Berthaud et M. Michel Herman. Le point 18 concerne la désignation au sein du Conseil de l'enseignement des communes et des provinces. C'est une prise d'acte et nous proposons de désigner Madame Anne de la Varenne. Le point suivant
Nous devons le mettre au vote, puisque ça concerne la Fédération du tourisme de la province de Liège. Il y a un poste à pourvoir et 2 candidats. Un candidat proposé par le groupe Bonifus, à savoir M. Victor Zinen, et un candidat proposé par le groupe PS, M. Étienne Clermont. Qui est pour la désignation de M. Victor Zinen? Qui est contre? Qui est pour la désignation de M. Étienne Clermont? Qui est contre? Je vous remercie. C'est donc M. Victor Zinen qui est désigné en qualité d'échevin du tourisme au sein de la Fédération du tourisme de Saint-Vicence. Au niveau du point suivant, c'est également un vote. Ça concerne la Société royale d'encouragement d'art wallon. Il y a un poste à pourvoir et 2 candidats. Un candidat proposé par Bonifus, à savoir M. Victor Zinen, et un pour le groupe PS, à savoir M. Paul Castro. Je mets donc au vote. Qui est pour la désignation de M. Victor Zinen? Qui est contre? Qui est pour la désignation de M. Paul Castro? Qui est contre? Je vous remercie, c'est M. Victor Zinen qui est donc désigné. Alors ensuite, nous entamons toute une série... c'est d'abord le nom des villes et communes de Wallonie, c'est une prise d'acte, et c'est moi qui m'y tape. Donc voilà, Jérôme Cochard-Riva, merci. Le point suivant, c'est là, c'est toutes les intercommunales. Vous avez tous, on a tous proposé le nombre qu'il fallait de personnes, ce sont des prises d'acte. Donc, systématiquement, c'est fatalement clé de répartition oblige 3 pour Bonifus et 2 pour le PS. Alors, en ce qui concerne l'association intercommunale pour le déménagement et l'épuration de la IDE, qui est évidemment fort utile. Pour le groupe Bonifus, c'est Mme Isabelle Renouard, M. Jérôme Cochard et M. Jean-Marie Lacroix. Et pour le groupe PS, c'est M. Laurent Médéry et M. Christophe René. Le point suivant, c'est la citadelle. Pour le groupe Bonifus, ce sera Mme Anne de Lavareille, Mme Marie Simon et M. Victor Zinen. Et pour le groupe PS, ce sera Mme Florence Westphal et M. Arnaud Garçou. Pour la compagnie, la CIL, la compagnie intercommunale liégeoise des eaux. Pour le groupe Bonifus, ce sera Mme Isabelle Renouard, Mme Charline Vansnick et Mme Anne de Lavareille. Et pour le groupe PS, ce sera M. Laurent Médéry et Christophe René. Nous passons à Essetia Finance. Pour le groupe Bonifus, ce sera M. Simon Bebron, Arnaud Leclerc et Serge Ernst. Et pour le PS, M. Christophe Berthaud et René Goreux. Essetia Intercommunale. Nous sommes avec le groupe Bonifus avec M. Simon Bebron, Arnaud Leclerc et Serge Ernst. Et pour le groupe PS, M. Christophe Berthaud et René Goreux. Enodia. Pour le groupe Bonifus, Mme Marie Simon et M. Jérôme Cochard et Simon Bebron. Et pour le groupe PS, M. Xavier Bourdeau-Nélissen et M. Arnaud Garçou. YTech. Pour le groupe Bonifus, Mme Charline Vansnick et M. Charles Tedé et Nicolas Weber. Et pour le groupe PS, M. Christophe Berthaud et Ismaël Kaya. Pour l'internet IMIO, qui nous aide beaucoup ces temps-ci, pour le groupe Bonifus, Mme Marie Simon et M. Arnaud Leclerc et Victor Zinen. Et pour le groupe PS, Mme Florence Westphal et M. Ismaël Kaya. Intradel, pour le groupe Bonifus, ce sera Mme Isabelle Renouard, Mme Charles Vansnick et M. Nicolas Weber. Et pour le groupe PS, ce sera Mme Julie Ferrara et M. Christophe Renéry. Pour Néomentio, ce sera pour le groupe Bonifus, Mme Anne de Lavareille, Caroline Petit et M. Nicolas Weber. Et pour le groupe PS, ce sera M. Arnaud Garçou et Laurent Médéry. Pour le RESA, donc là c'est RESA SA. Ce sera pour le groupe Bonifus, Mme Caroline Petit et M. Charlie Dedé et Jean-Marc Lacroix. Et pour le groupe PS, M. Xavier Bourdeaux-Nélissen et Arnaud Garçou. Et pour le groupe intercommunal RESA Holding, pour Bonifus, ce sera Mme Caroline Petit, M. Charlie Dedé et M. Jean-Marie Lacroix. Et pour le groupe PS, ce sera M. Xavier Bourdeaux-Nélissen et M. Arnaud Garçou. Pour la SPI, ce sera pour le groupe Bonifus, messieurs Jérôme Cochard, Serge Ernst et Victor Zinen. Et pour le groupe PS, ce sera Mesdames Julie Ferrara et Marie Greff. Et enfin, pour la SWDE, là, il n'y a qu'un seul représentant de cette à pouvoir. Nous désignons Madame Isabelle Renouard. Voilà ce qui clôture l'ordre des points pour la séance publique. Est-ce qu'il y a des questions d'actualité? Oui, 2, 3. Je propose de laisser la parole à vous sur l'actualité.
Quelques points d'actualité donc. Une lecture du Butterfly, est-ce que vous avez eu d'une manière ou d'une autre des avis négatifs ou des remarques de la population par rapport à cette ouverture? Beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Oui. Partout qui mangent le. Qu'est-ce que dans l'accès? C'est juste les déchets, on en parle. La mobilité, oui. On peut dire aussi. Ouais. À quel moment? À quel moment, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, la sortie du Burger King, on pose problème au niveau sécurité. Mais quel côté il n'y a qu'une sortie. Il n'y a qu'une sortie. Si vous avez des remarques positives ou négatives par rapport à l'ouverture depuis toujours. Et je j'entends qu'effectivement il y a des problèmes de déchets un peu partout, assez largement apparemment, et aussi on va demander à la police pour voir s'il n'y a pas d'autres choses. Si vous avez eu des écrits. Alors, la question que vous avez déjà posée précédemment au mois de décembre, mais tu avais bien la poser aussi, donc je reprends un peu, au niveau du dossier Patrepin, si vous avez pu avoir quelques nouvelles sur ce dossier. Oui, tout à fait. Donc, en effet, comme je vous avais dit, lors de la dernière séance, il y a eu une réunion qui s'est tenue. À cette occasion-là, il a été précisé qu'il y aurait 2 implantations qui seraient envisagées et une qui devrait arriver prochainement. Je vais peut-être être plus précis par rapport à l'historique. Donc, c'est dans les bâtiments de Servineuf à Marchon, qui a été fermé, ou à un moment donné, ruban jaune pour les plus anciens. Donc là, il est prévu en effet qu'il y ait 2 machines qui soient installées dès le printemps, si l'horaire est bien respecté, qui permettra à un moment donné de faire des dépôts et des retraits dans un sas sécurisé avec quelque part un point d'accès assez facile au niveau de l'ensemble des citoyens qui font leur course au Marchon, pardon. Et la deuxième implantation, elle est encore en discussion puisque le principe c'est clairement de l'installer le plus près des commerces au niveau du centre de Bleny Village. Et là, on est plutôt dans un retrait pur et pas un dépôt d'argent d'après les calculs et les propositions qui sont faites par Bateau-Pain. Donc là, ils me reviennent. On a une discussion pour l'instant par rapport à cette implantation pour qu'elle soit la plus efficace, tout en étant qu'il y a une obligation de déniveler maximum d'un certain pourcentage pour les personnes à mobilité réduite. Bon, c'est vrai que le centre de Bleny pour l'instant a des difficultés au niveau des PMR. Et donc, il faut être certain qu'il n'y ait pas une difficulté pour que chacun puisse aller rechercher de l'argent dans ce distributeur-là. Si on prend l'exemple, un bête exemple, Belfius, qui est ici, qui est une enseigne qui est là depuis des années, il y a un petit seuil pour rentrer, ça pose déjà problème. Donc voilà. Donc il faut qu'on trouve une implantation et l'objectif est clairement que d'ici fin de l'année, les 2 implantations soient efficaces et utilisées, puisqu'on a une grande crainte de la part des 4 grandes banques de retirer dès que possible et le plus rapidement possible pour eux, puisque quelque part ça leur fait des économies au niveau sécurité et au niveau assurance, et ils veulent à un moment donné sortir l'ensemble des retraits cash de leur point bancaire. Il ne faudrait pas qu'on ait une période où il n'y ait pas la possibilité de faire des transactions au niveau des citoyens de Bleny. Donc ça, c'est une des priorités aussi, l'accès à chacun, tout en étant que voilà, c'est déjà de toute façon une diminution, puisque si on n'en a que 2 avec des retraits versements marchands et 1 au niveau de Bleny, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus de machines quand on fait le total ING, BNP, Belfius, et KBC qui n'est pas présenté. Voilà, mais c'est malheureusement le choix des 4 grands opérateurs bancaires. Je ne sais pas si je réponds à la question. Merci pour ces explications, ces précisions. Je viens sur un point que Christophe Renaudry a soulevé, puisqu'il avait reçu un mail
de Rescoli pour les repas chauds dans les écoles, mais vous en disiez pas aussi dans votre note de politique communale pour la législature. Et donc, je vais dire, Rescoli, pour la cité, est revenu un peu à la charge. Apparemment, c'était une demande de conduction peut-être d'une convention ou d'une autre à travers les écoles. Et donc, cette reconduction, ou du moins semaine, datait du mois de décembre, du 9 décembre exactement. Donc, voilà, j'aurais bien voulu, nous aurions bien voulu savoir quelles étaient les perspectives en la matière, justement pour les dîners chauds dans nos écoles. Je vais laisser les chemins. Les dîners chauds, apparemment, il y a quelques critiques de la part des différentes écoles, point de vue des quantités. Beaucoup d'enfants n'auraient pas assez, pas beaucoup d'enfants, certains enfants, grands enfants de 6e primaire n'auraient pas assez de quantité. Il y a des problèmes de livraison pas toujours chaude et pas toujours, c'est pas toujours adéquat, c'est pas toujours idéal, c'est pas toujours très bon. Bref, on avait dans l'idée de se renseigner pour voir s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Et donc pour le moment, on se renseigne pour voir s'il y a d'autres possibilités, d'autres organismes qui pourraient livrer fournir les dîners chauds. Et pour le moment, on s'est renseigné dans les autres écoles du Libre, savoir s'ils étaient intéressés de fonctionner avec nous ou pas. Les crèches, la maison de repos, on a demandé à la maison de repos s'ils pouvaient fournir des repas ou pas. Et on essaye de voir un petit peu l'offre et la demande, savoir si c'est moyen de centraliser avec plusieurs sur la commune ou pas. Donc voilà, on est en train de réfléchir là-dessus pour le moment. Merci. Il faut pas approfondir. J'avais pris contact avec les maisons de repos, etc. Et ils m'avaient clairement dit qu'ils n'avaient pas la capacité de fournir autant de repas en plus sur la commune. Ouais. Il faut chercher d'autres acteurs. C'est ça qu'on regardait tout à fait. Nous, en fait, ce qui nous tracassait, c'est parce qu'en fait, j'ai été recontacté par M. Chapeau. Je ne sais pas si tu as contact avec lui, c'est celui qui a envoyé le mail. J'ai transféré un ans. Et alors, nous, ce qui nous tracassait, c'est que dans l'intervalle de trouver. On est tout à fait d'accord, on est très conscient, on a déjà parlé ici d'ailleurs de cette problématique de repas chaud, tant au niveau des températures que des quantités. Mais vous vous rendez compte, ce n'est pas facile de trouver une alternative. On nous a un peu peur que sans convention, qui peut être arrêtée à la convention, que Rescoli, à un moment donné, ne livre plus les établissements. Est-ce qu'il y a quelque chose de transition si, de prévu, si Rescoli, du jour au lendemain, disait nous, dans la convention, on ne vient plus. Voilà, c'est ça, en fait, la réflexion qu'on voulait attirer peut-être. On en est bien conscient, hein. On ne va évidemment pas rester dans un scénario où il n'y aurait plus de repas chaud, vous vous entendez bien. Donc ici, comme Mme Lichwin a répondu, on est évidemment sur la balle et on étudie différentes pistes de solutions. Et si d'autres solutions s'offrent à nous, ben, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ce sera le plan B qui sera le cas. D'autres questions? Oui, la dernière, c'est peut-être, je vais dire, spécifique. Il est revenu qu'un courrier avait été adressé à un certain membre du personnel, notamment personnel ouvrier d'entretien, qui allait atteindre l'âge de 60 ans ou plus, bien évidemment. La mesure qui avait été prise en 2022 de réduire le temps de travail sans perte de salaire. Et donc, on a eu, bien évidemment, quand on a été voir les points, l'information et donc la copie du courrier qui vous a été adressé à ces différentes personnes. Et on était surpris de voir quelque part que cette mesure avait été supprimée pour ceux qui auraient pu en bénéficier si la mesure avait été suivie par la nouvelle majorité. Donc, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était à ce niveau-là, parce que quelque part, il y a une partie, c'est très bien, ceux qui peuvent toujours en bénéficier, continuer à en bénéficier jusqu'à leur retraite, et ceux qui espéraient peut-être en bénéficier, ben, voilà, que au niveau du bien-être, du souci que vous évoquiez aussi également, comme nous, au niveau du personnel, ben, l'inquiétude par rapport à ça. Si vous avez accès au courrier, vous avez déjà eu accès aux réponses.
puisqu'on a expliqué dans le courrier que c'était pour des raisons à la fois budgétaires et gestion de personnel. La difficulté, c'est que, d'abord, premier élément, on n'a pas supprimé la mesure. C'était un plan pilote, c'était un projet pilote qui prenait fin cette année, et la question était de savoir si on le renouvelait ou pas. Donc on n'a pas supprimé la mesure, on a juste décidé de ne pas renouveler ce projet pilote. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Pour des questions évidentes, évidemment, de budget, puisque vous le savez, nous estimons, je ne vais pas revenir, on va pas faire le débat, mais nous n'avons pas du tout la même lecture sur les finances, et nous estimons qu'à un moment donné, permettre à des membres du personnel d'avoir un 4/5e, sachant que la commune continue de payer la totalité, alors qu'il existe d'autres moyens d'aménagement de fin de carrière qui leur permettraient d'avoir aussi les mêmes résultats sans que ça passe par le budget communal, on estime que ce serait peut-être bien de privilégier cette voie-là, ce qui nous permettra d'engager peut-être d'autres personnes avec ce que nous récupérerons au niveau des finances. Et au niveau du personnel, c'est compliqué, parce que quand on a une personne qui prend ce 4/5e et qu'il faut remplacer, notamment le personnel d'entretien pour les classes, le ménage, alors à un moment donné, ça devient compliqué de dire, bon bah ok, je dois engager, mais qui, combien d'heures, pourquoi, cette personne-là faisait autant d'heures, maintenant c'est plus possible, donc ça devient très difficile au niveau de la gestion des ressources humaines, et donc nous avons fait le choix, effectivement, de ne pas reconduire ce choix. Ça a été expliqué à un représentant syndical, et nous l'avons effectivement aussi annoncé avec la fiche de paie, comme publié avec le courrier. Nous avons fait ça en toute transparence et avec les explications nécessaires. Merci, votre proposition de retrait pour jour, sinon. Je t'en prie. D'autres questions? Moi, ça concerne les travaux qui ont lieu actuellement à Mortier, rue des Églantines notamment, derrière. Donc là, c'est renforcement réseau électrique, etc. Donc, travaux nécessaires, j'imagine bien, pas de problème. Mais est-ce que lors de lors d'une prochaine série de travaux, que ce soit à Mortier ou ailleurs, est-ce que la commune ne ferait quand même pas un petit mot à la population concernée, à les rues concernées, en disant que forcément il y a des nuisances, il y a des trous, etc. Alors est-ce que là vous avez un contact avec l'entrepreneur pour savoir quand il commence les travaux ou quoi, enfin j'en sais rien. Donc c'est simplement informer les gens des nuisances, parce qu'il y en a quand même un petit peu. Les trous dans les trottoirs, c'est nécessaire, ok, mais un jour le début de semaine, les personnes qui allaient chercher leurs enfants à l'école de Mortier, venant du bas de la cité, etc., se sont retrouvés devant une tranchée. Je ne sais pas comment l'entrepreneur travaille, mais toute la tranchée est ouverte. En général, il travaille par demi-rue. Oui, mais là, il est complètement ouvert la rue. Justement à l'heure d'aller chercher les enfants à classe, et il y a certains parents qui sont énervés sur les travailleurs qui n'en pouvaient rien, eux, j'imagine. Donc si ils avaient été prévus un temps et à l'heure, peut-être qu'ils auraient pris un autre itinéraire, ou pas si c'est possible, parce qu'en venant du bas de Mortier, pour aller dessus, c'est pas facile. Donc voilà, c'est simplement d'informer éventuellement, si vous êtes au courant, lors de prochains travaux conséquents, hein, c'est pas si on est de bordure, qui entraîne des nuisances, parce qu'il y avait des problèmes de stationnement, d'informer la population, c'est tout simplement. René, es-tu abonné à la page Facebook de la commune? Oui, mais l'information sur la page Facebook. L'information est apparue effectivement. Est apparue longtemps après le début des travaux. Longtemps avant les travaux. On va commencer. Plusieurs jours. Mais l'entrepreneur aurait dû contacter les chemins des travaux pour pouvoir faire un état des lieux avant, ce qui n'a pas été fait. Donc on a été mis un peu sur le fait accompli en ce qui concerne ces travaux. Nous avons eu effectivement contact avec le gestionnaire du chantier, pas plus tard que ce matin. Et les chemins des travaux s'est rendu sur place, a eu contact avec l'entrepreneur pour pouvoir effectivement faire mettre en place les futurs chantiers. Nous allons également prévoir un courrier aux habitants pour les numéros concernés des rues, comme ça il n'y aura pas de difficulté. Et en ce qui concerne les travaux, en réalité c'est RESA qui vient améliorer le réseau parce qu'il y a beaucoup de décrochages qui sont faits sur le Mortier. Et donc ils viennent améliorer une qualité de service sur des cas comme ça. Et les travaux sont prévus jusqu'au 15 février. Il devait faire 2 traversées de route, mais non qu'une, parce qu'ils ont retrouvé des games qui traversaient j'imagine bien. Je vais mettre la queue, là. Donc là, il ne faut pas la traverser. 15 février, parce que sur les panneaux d'interdiction de stationnement, il est marqué jusqu'au 15 mars. Enfin, bon, non, c'est l'autorisation que j'ai signée, c'est jusqu'au 15 février.
Ah bon. Je suppose qu'ils ont fini. Sauf être en théorie, oui, comme toujours dans les travaux. Mais évidemment, lorsqu'il y aura des chantiers de longue haleine comme ça, évidemment, on sera attentif. Comme on sera attentif, il y a un autre chantier qui va évidemment s'ouvrir avec la SPGE sur le Baxet. Hein, et à un moment donné, ils commencent par le collecteur, ils vont remonter, et à un moment donné, ils arriveront en Rutière du Riz. Là, évidemment, il y aura des difficultés. On préviendra évidemment suffisamment, on l'espère, à temps la population pour pouvoir mettre en place des chemins vers ce Rexezeux ou vers la Gouille pour éviter évidemment le plus possible. Donc, c'est l'objectif évidemment, et c'est aussi l'objectif de la page Facebook de pouvoir informer le plus rapidement possible, puisque malheureusement, le site internet, il est très bien, mais les gens n'ont pas le réflexe d'aller sur le site internet. Par contre, tout le monde va au moins ils savent y aller donc de poster des critiques. Donc, j'ai vu faire les 2-3 remarques désobligeantes. Donc voilà. C'est tout pour nos questions. C'est tout pour nos questions. Merci Charlie. C'est par rapport à deux petits problèmes que j'ai constatés sur le fond de la rue Unifiée. Donc, elle fait une partie de la rue qui est désaffectée au passage de véhicules. Donc, je ne sais pas si Jean-Marie, tu vois où c'est. Donc on arrive, il y a les maisons militaires, on passe les maisons militaires. Au fond, il y a une cabine résa. Il y a des blocs béton devant cette cabine résa parce qu'il faut qu'elle puisse être accessible, même s'il n'y a plus de maison sur la rue, puisque c'est des champs à gauche et le nouveau lotissement, mais qui n'est pas accessible sur la voirie principale. De l'autre côté, dans le fond, il y a des plots béton. Ça fait 15 jours que, à mon avis, c'est le fermier qui les a bougés pour pouvoir retirer ses bêtes et ne les a pas remis en place. Donc depuis 15 jours, on voit comment ce petit dépôt clandestin. Il y a des véhicules avec des situations un peu bizarres qui se passent dans le fond du truc. Non, absolument pas. Voilà, donc voilà, je pense qu'à mon avis c'est un oubli du fermier d'avoir remis le bloc béton. Donc, je ne sais pas si éventuellement les ouvriers peuvent repasser pour le reposer. On nous a pas mis au courant de ça, mais... et en même temps, dans la continuité de la rue, si tu veux, la rue fait un petit tournant. Comme elle est désaffectée depuis un certain nombre d'années, forcément, elle n'a pas été entretenue comme une voirie classique, ce qui est logique. Mais il y a des fossés à gauche et à droite qui servent d'écoulement. Et le fossé, quand tu viens d'en bas de la rue pour mener sur le petit chemin qui amène sur le domaine de la caserne, est complètement bouché, ce qui fait que l'écoulement d'eau traverse la route pour aller se déverser dans le fossé dans le fossé aval. Et ici, avec les fortes gelées, forcément, la route, elle est couverte de gel. Parce que le filet d'eau s'étend, gèle. Et la route est impraticable à pied ou à vélo. Et il y a quand même pas mal de cyclistes qui passent par là tous les jours. Donc, voilà, je pense qu'en débouchant un peu le fossé, ça pourrait se régler. D'autres questions, d'autres remarques? Eh bien, ceci clôture la séance publique. Je remercie au public nombreux d'être venus. Je rappelle que le prochain conseil communal sera au mois de février, le 27 février. Donc, si vous voulez revenir aussi nombreux, ça va être plaisir.